On a tous donné à la technologie une certaine importance dans notre vie, pourtant on ignore beaucoup de choses sur ces outils, on utilise la plupart de ces objets sans même se demander comment ils fonctionnent vraiment, et cela vaut même pour de simples câbles. Aujourd'hui je vais essayer d'élucider certains de ces mystères, histoire de répondre à toutes ces questions, que vous n'êtes peut-être d'ailleurs jamais posées. Par exemple, comment MSI a pu mettre autant de puissance dans une bécane aussi réduite? Oui bon en vrai ça fait pas partie des mystères de la vidéo, mais merci à eux de sponsoriser cette dernière. MSI vient de sortir deux tout nouveaux produits dans sa gamme Prestige, le MSI P100X de 11e génération, ainsi que le MSI Prestige PS341WU, un écran 21/9e. Le PC est un ordinateur tout blanc, très sobre avec un design épuré, pouvant être doté d'une RTX 3080 ainsi que d'un i9 11900K, ce qui est plutôt sympatoche pour pouvoir travailler étant donné que ce sont les tout derniers composants haut de gamme sortis à ce jour, et donc s'occuper de tous les montages 8K que vous aurez, surtout combiné avec ce très bel écran qui vous permettra de le restituer de façon optimale. Ce dernier est donc un 21/9e avec une résolution de 5120 par 2160 pixels, doté de plein de technologies pour avoir les couleurs les plus fidèles possibles, vraiment axé editing, que ce soit photo ou vidéo. Avec une certification HDR600 ou la technologie MSI Nano IPS, il y aura de quoi faire, et avec ça vous allez voir des couleurs que vous ne connaissiez même pas avant, et vous vous demanderez comment vous faisiez jusque là avec votre ancien écran qui n'était pas aussi poussé sur tout ça. Et d'ailleurs, eh bien vous pouvez le gagner. Alors pas l'ordinateur, hein, désolé, mais l'écran, ce qui est déjà un beau cadeau, et MSI vous propose un concours un peu plus créatif que d'habitude. En effet, dans la description de cette vidéo, vous allez pouvoir retrouver un lien avec plein de rushs vidéo, et le but est de faire le meilleur editing possible, que ce soit un montage très soigné, très sobre et élégant, ou alors un rempli d'effets MLG et de zoom 360 no scope, c'est à vous de voir ce qui fera le plus sensation. Moi je dis un petit peu de comics sans MS par-ci par-là, ce serait parfait. Alors à vos logiciels de montage, et une fois fait, il vous suffit de poster ça sur votre feed Instagram avec des hashtags spécifiques. Vous retrouverez toutes les conditions de participation sur le même lien en description afin d'être dans les clous et de ne pas se faire disqualifier de façon bête. Et vous retrouverez aussi évidemment les liens vers l'écran ainsi que l'ordinateur au même endroit. Mais bon, parlons de mystères un peu plus généraux maintenant et commençons avec... pourquoi certains câbles sont plus chers que d'autres. Vous vous êtes sûrement retrouvé dans cette situation, devoir acheter un câble pour brancher votre écran à votre console ou bien pour recharger votre smartphone, et vous vous êtes rendu compte d'une chose, les prix vont dans tous les sens. Alors pourquoi un câble USB-C vers USB-C coûte 6,49€ sur Amazon et 25€ chez Apple? Tim Cook l'a utilisé en tant que fil dentaire pour que le prix soit aussi élevé? Eh bien en réalité non, désolé de vous décevoir. Alors je ne veux pas vous dire ici qu'Apple n'abuse pas sur le prix de ses câbles, hein, mais néanmoins, il peut y avoir une vraie différence entre deux câbles USB-C qui seraient exactement les mêmes d'un point de vue visuel, et le pire c'est que cela est aussi vrai pour pas mal d'autres connectiques. Et là où c'est le plus grave alors que pourtant c'est l'un des plus récents, ça doit bien être sur l'USB-C. En soi, l'USB avait déjà un peu souci avec l'USB 3.0, même si on était un peu sauvé par le petit bout bleu qui nous aidait à le repérer. Alors bon, après bien sûr il y en avait quelques-uns pour tricher et pour mettre ce fameux bout bleu pour faire genre, alors qu'en fait leur périphérique n'était qu'en USB 2.0. Du coup les ingénieurs ont dû se dire que le meilleur moyen d'éviter ça avec l'USB-C serait d'enlever tout moyen de repérer le type de câble de façon visuelle, comme ça plus moyen de tricher. Du coup on ne sait même pas si ce dernier permet la recharge rapide, de faire passer un flux vidéo, de posséder une technologie propriétaire, ou même si encore il est compatible Thunderbolt. Bref, c'est vraiment trop bien d'avoir fait ça, hein. Et donc évidemment si tous les câbles ne sont pas compatibles avec toutes les fonctions possibles, c'est parce que tout ça a un prix, mais après il faut vérifier si l'augmentation du tarif entre deux câbles est réellement due à ça, et pas juste car le câble est brandé Gucci. Pour de l'USB, ce qui va jouer c'est la section du fil de cuivre utilisé pour l'alimentation. Des conducteurs plus épais auront moins de résistance, ce qui permettra de recharger un téléphone avec des courants plus élevés et moins de pertes. Ensuite on a le nombre de conducteurs. Pour une liaison USB basique, il faut au minimum 4 conducteurs, 2 pour l'alimentation et 2 pour la transmission de données. Mais quand on commence à ajouter des fonctionnalités en plus, ce nombre peut monter à 18. Plus de conducteurs est égal à un coût de fabrication plus élevé, mais aussi à un câble moins souple et donc potentiellement plus fragile. Donc ça n'est pas non plus forcément qu'une histoire de coût. Enfin bien sûr la longueur du câble va jouer sur son prix, pareil pour sa qualité générale de fabrication. On pourrait aussi parler du blindage nécessaire quand on souhaite atteindre des débits énormes. Mais l'USB n'est pas le seul à nous embrouiller, on peut aussi parler du HDMI. Ce fameux câble qu'on a tous pour brancher nos écrans ou nos consoles, eh bien c'est une plaie lui aussi. Car ici aussi cela va jouer sur le nombre de conducteurs, leur résistance électrique et la qualité de leur blindage. On est entouré de câbles HDMI 2.0 voire 1.4 pour les plus vieux, et ces derniers sont déjà bien différents. Et le 1.4 peut supporter de la 4K à 30 fps et le 2.0 de la 4K à 60. Le truc c'est que l'œil humain il est capable de nous faire profiter de bien plus que de 60 images par seconde. D'ailleurs vous le savez sûrement, hein, vu que vous avez regardé ma vidéo sur les FPS que je vais afficher en fiche en haut à droite là maintenant. Et de nos jours on a beaucoup d'écrans capables d'aller bien au-delà de ça. Là où avant il fallait forcément passer sur du DisplayPort pour profiter des meilleurs refresh rates avec les meilleures résolutions, la dernière norme HDMI 2.1 nous permet de faire passer de la 10K, de la 8K à 60 fps, mais surtout de la 4K à 120. Et vu que les télévisions vont de plus en plus le proposer, cela va devenir de plus en plus important, et surtout dans le monde du gaming. Mais voilà, si votre télé et votre carte graphique sont compatibles, mais que vous avez un câble qui n'est que en 2.0, eh bien vous serez bridé par celui-ci. Pour profiter pleinement de votre équipement, le câble doit être adapté. C'est un peu comme pour les téléphones, vous pouvez avoir le meilleur chargeur du monde, si votre câble est tout moisi, ça va quand même mettre une plombe à charger. Et le problème
c'est bien sûr que visuellement, les câbles HDMI 1.4, 2.0 et 2.1 sont exactement pareils. Sauf bien sûr si les constructeurs ont eu la présence d'esprit d'écrire la norme sur le connecteur, mais malheureusement ça n'est pas du tout systématique. Mon conseil là-dedans, essayez de vous renseigner sur les caractéristiques de vos câbles avant de les acheter. Essayez de trouver des retours dans les avis par exemple. Si vous voyez beaucoup de monde dire que le câble ne fonctionne pas ou pas bien avec de la 4K60 par exemple, bah c'est que c'est sûrement un câble HDMI 1.4. Si ce qu'on vous a vendu n'est pas à la hauteur de vos attentes, aucun scrupule pour envoyer ce câble, histoire que les sites fassent enfin le nécessaire pour bien rendre ces informations claires. D'ailleurs on sent que ça met à mal certains constructeurs, tout ce bazar. D'abord avec Oculus qui a activé l'option Oculus Link permettant d'utiliser un casque de VR sur un PC via un câble USB-C, mais qui se doit d'être très performant, sinon bah ça marchera juste pas. Puis ensuite les fameuses consoles Xbox Series X et PS5, car oui c'est bien beau de mettre en avant le 120 fps, mais encore faut-il que le câble que l'on utilise soit capable de faire transiter ce 120 images par seconde, et comme on l'a vu, le HDMI 2.0 classique qu'on voit partout ne peut pas le faire, alors qu'il a pourtant exactement la même tronche que le HDMI 2.1 nécessaire pour cette évolution rétinienne. Ouais, faudrait vraiment quelque chose pour les différencier, et surtout que tout ça soit régulé pour savoir réellement ce qu'on achète, car du coup beaucoup se font avoir, que ce soit en achetant des câbles qu'ils pensent bons alors que ce n'est pas bien, ou bien en étant plus ou moins forcés de débourser bien trop pour être sûr d'avoir un bon câble. Pourquoi on ne capte jamais le réseau mobile ? Alors ce jamais vient du cœur, En réalité on le capte quand même, Sinon on serait pas là à payer des abonnements allant parfois jusqu'à 100 € par mois pour pouvoir regarder YouTube absolument partout dans le monde. Et ainsi pouvoir vous abonner à la chaîne sans forcément se trouver à portée d'un Wi-Fi McDo. Trop pratique, non? Mais bon, quand on nous promet de la 4G voire de la 5G dans certaines zones, même si notre téléphone l'indique, on a parfois une connexion digne des années 90. Le bon vieux retour au 56K, mais comment ça se fait que ce soit aussi instable? Et je sais que beaucoup de gens vont me dire, bah parce que t'es chez Free, mais en réalité ça touche tout le monde, alors de manière plus ou moins violente certes, mais quand même. Déjà pour commencer, on va vérifier la base de la base. Loin de moi l'idée d'insulter votre intelligence, mais est-ce que vous avez pensé à vérifier votre quota? En effet, la plupart des opérateurs vont brider votre connexion à internet une fois un certain quota dépassé. Et quand je dis brider, le mot est faible, Chez Free par exemple, on passe carrément à du 128 kbps. Je blaguais tout à l'heure avec le 56K, mais on n'en est pas si loin. D'ailleurs attention, on parle bien bits et pas en bytes ici. Résultat, si vous voulez télécharger une photo de 2 mégaoctets secondes, bah il vous faudra juste 2 minutes. Ouais, on a vu mieux, je vous l'accorde. Si vous n'avez pas dépassé ce fameux quota, peut-être que vous êtes quand même bridé de façon artificielle, mais que c'est juste pour une autre raison. Par exemple, certains opérateurs brident les gros consommateurs de façon officieuse bien entendu. Pourtant, c'est quelque chose qui se vérifie, j'ai moi-même eu ce genre de problème avec l'upload de mes vidéos. Tout allait bien, puis du jour au lendemain, mon upload a pris un coup de pelle dans les dents. Mais seulement vers les serveurs de YouTube bizarrement, et seulement depuis cette connexion et sans VPN. Pas sûr que ce soit très légal tout ça, mais après en avoir parlé avec quelques autres créateurs de contenu, je ne suis clairement pas le seul à avoir eu ce problème, et c'était toujours avec le même opérateur, tiens donc. Enfin voilà, si c'est arrivé sur ma ligne fixe, il y a fort à parier que le même genre de bridage peut avoir lieu sur une ligne mobile. Enfin, on va parler de deux autres cas qui peuvent vous pourrir votre débit, sans que vous n'y soyez pour quoi que ce soit cette fois-ci. Le premier, c'est que vous êtes connecté à une antenne d'un autre opérateur. Le cas plus fréquent, c'est avec Free qui utilise certaines antennes d'Orange. Pour pousser Free à déployer ses propres antennes, il avait été planifié que les connexions en itinérance seraient peu à peu bridées. En 2020, ce bridage était à 384 kbps, assez moisi finalement. Cette itinérance devait être totalement stoppée fin 2020, mais suite à une demande de la part de Free, l'Arcep a validé une prolongation jusqu'au 31 décembre 2022. Donc ouais, clairement ça arrive encore que des abonnés Free utilisent des antennes Orange, avec donc un débit d'un ancien temps. On serait à plus de 90% des connexions faites depuis une antenne Free, ou dit autrement jusqu'à 10% des connexions qui sont bridées. Ouais, bon après cette donnée date d'il y a 6 mois, ça a sûrement un peu évolué depuis et ça continuera jusqu'à ce que la couverture soit optimale. Le second cas dans lequel vous pouvez vous retrouver bridé, c'est quand le réseau est saturé. Une antenne c'est comme le périphérique, aux heures de pointe il y a beaucoup de données à faire passer et ça crée des bouchons. Le problème ne vient pas forcément spécifiquement de l'antenne d'ailleurs, mais vous voyez l'idée. Par exemple là où j'habitais avant, en pleine nuit je tapais les 10 mégaoctets secondes facile, par contre dans la soirée vers 9h je passais pas les 500 kilooctets secondes. Et là bah y a pas grand chose à faire, à part attendre que ça passe ou bien changer d'opérateur en espérant que les autres disposent d'une meilleure infrastructure capable de supporter une charge plus importante. Ou alors vous pouvez aller gifler tous les gens de votre train pour qu'ils arrêtent d'essayer d'aller sur internet. Le plus chiant dans tout ça, c'est qu'on n'a pas vraiment de moyen de savoir laquelle de ces raisons nous ralentit. Il n'y a pas de solution miracle pour tout ça, néanmoins on peut réussir à atténuer ça en choisissant l'opérateur le plus présent en termes d'antenne dans sa ville. Il existe des sites comme antennemobile.fr qui permettent de récupérer toutes ces informations là, et si vous écrivez le nom de votre ville, vous aurez une petite idée de qui en aura le plus et qui théoriquement devrait avoir le meilleur réseau constant, même si c'est sûr que ça règle pas le problème des déplacements, mais c'est déjà ça. Au pire, prenez un Starlink et mettez-le comme un chapeau, vous aurez
aurait une meilleure connexion et en plus un look trop swag. Pourquoi plus de 50% des gens regardent cette chaîne sans y être abonnés? Le plus grand mystère de ce monde, terrible, hein, plus de 9000 astrophysiciens ainsi que 42 ordinateurs quantiques sont sur le coup et personne n'arrive à trouver la solution. Parce que c'est trop cher? Bah non, c'est gratuit. Parce qu'ils ne peuvent plus s'abonner à des chaînes? Non plus, y a pas de limite. Parce que je force pas assez pour que les gens s'abonnent? Peut-être. Bon, j'ai dit plus de 50%, mais c'est 50,1% de non abonnés, hein. Mais je m'en fous, ça reste la majorité. Alors n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton rouge pour le faire et à même activer la cloche. J'ai entendu dire qu'on pourrait éviter un nouveau confinement grâce à ça. Vous savez, les bruits de couloir, hein, je partage quand même. Et si vous vous êtes déjà abonné, vous êtes des gens extrêmement soyeux. Mais on va retourner sur des mystères plus classiques et compréhensibles, hein. Sinon je vais vous embarquer sur pourquoi il y a aucune femme ou presque qui regarde ma chaîne aussi. Et là on va avoir besoin d'encore plus de monde sur le coup. Pourquoi mon smartphone devient de moins en moins bien? Quand je dis de moins en moins bien, je parle bien sûr principalement de vitesse et de sa réactivité de manière générale. C'est vrai que ce n'est pas la seule chose qui se dégrade, mais pour la batterie par exemple on le sait, elle s'use et puis c'est tout. Ou pas? Oui, c'est vrai qu'utiliser votre smartphone use peu à peu sa batterie, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui risquent d'accélérer cette usure de façon significative. La charge rapide par exemple risque de provoquer une usure plus rapide qu'une charge classique. Mais alors attention, hein, c'est quand même fait pour, hein. Ça ne va pas vous griller votre batterie en une semaine évidemment, mais sur le long terme c'est clair que ça n'est pas idéal. Ce que ça veut dire c'est pas qu'il ne faut pas utiliser de charge rapide du tout, mais plutôt qu'il faut la réserver quand elle est utile. Moi par exemple j'ai un chargeur lent à côté de mon lit et un rapide dans mon sac, tout simplement car la nuit quand je mets mon téléphone en charge, je m'en tape pas mal qu'il soit chargé en 30 minutes. Alors que quand je suis en dehors de chez moi, si j'ai besoin de charger mon téléphone, il y a des chances que j'apprécie que ça se fasse rapidement. Un autre facteur qui rentre en compte dans l'usure des batteries, c'est leur température. Évitez de laisser votre smartphone surchauffer pour rien. Par exemple, on oublie tout de suite le téléphone sous l'oreiller la nuit quand il charge. Quand on l'utilise comme GPS, ça peut être une bonne idée d'utiliser un des supports qui se foutent sur la grille d'aération de la voiture et laisser un peu d'air passer, histoire de garder au frais. D'ailleurs, c'est un domaine dans lequel les coques n'aident pas, hein. Elles ajoutent une couche qui va empêcher le smartphone de bien se refroidir par l'arrière et les côtés, alors que c'est prévu dans leur conception de se refroidir par là. Pareil pour la charge sans fil, on évite de trop s'en servir si ça n'a pas de réel intérêt, pour une combinaison des deux raisons précédentes. Non seulement la plupart des chargeurs sans fil prennent aujourd'hui en charge la charge rapide, mais en plus le fonctionnement de ces derniers implique forcément un rendement moins bon qu'avec un simple câble, et donc plus de chaleur qui sera dégagée directement sous et dans le smartphone. C'est pas pour rien que les plus puissants de ces chargeurs intègrent carrément un ventilo. Mais revenons à la réactivité. Qu'est-ce qui peut causer la lenteur d'un téléphone? Eh bien déjà, il y a bien sûr toutes les applications qui sont installées et qui peuvent tourner en arrière-plan et utiliser des ressources pour rien. C'est pour ça que la première chose à faire si votre smartphone est ultra lent, c'est de sauvegarder vos fichiers pour pouvoir faire une restauration usine du système. Comme ça on élimine tout un tas de causes possibles d'un coup. Si ça n'a pas résolu le problème, alors peut-être que le problème vient de la mémoire qui a perdu en performance. Et c'est comme sur un PC, si vous tournez avec un stockage super lent, vous ne pourrez jamais avoir une expérience fluide. C'est un problème qu'on voit surtout sur les téléphones d'entrée, voire de milieu de gamme qui utilisent des mémoires de mauvaise qualité qui n'offriront pas des performances satisfaisantes. Vous pouvez tester la vitesse de votre stockage en utilisant des applications comme CPDT Benchmark. Ensuite, on peut aussi trouver les bridages mis en place au niveau du système. Vous avez sûrement entendu cette histoire avec Apple qui s'est fait taper sur les doigts après avoir poussé une mise à jour pour d'anciens modèles qui les rendaient volontairement plus lents. La raison avancée étant que c'était pour préserver les batteries usées. Mais bon, la vraie raison, vous et moi on la connaît, hein. C'était juste pour pousser les gens à se dire: oh là là, mais qu'est-ce qu'il est naze cet iPhone 6, il faudrait vraiment que je pense à m'acheter le dernier modèle, lui au moins il sera super rapide. Alors qu'à l'époque on se disait que l'iPhone 6 était aussi super rapide. Et bon, pour être franc, c'est vrai qu'une batterie usée peut poser des problèmes autres qu'une simple perte d'autonomie. On peut se retrouver avec une instabilité du système si le processeur a besoin de patates, mais que la batterie n'est pas en mesure de fournir ce qu'il faut. Mais dans ce cas, il suffit de remplacer la batterie, pas besoin de chercher à contourner le problème en bridant les performances. Enfin, si votre smartphone est lent mais que vous avez la flemme de le réinitialiser, vous pouvez déjà commencer par voir quelle application bouffe votre batterie. En effet, une application qui tourne en arrière-plan et utilise des ressources pour rien videra forcément votre batterie plus qu'elle ne le devrait. Alors allez jeter un œil dans ce menu histoire de voir si vous ne voyez rien de bizarre. Pourquoi il n'y a pas de calculatrice sur l'iPad ? Voici une révélation qui risque d'en bouleverser plus d'un parmi ceux d'entre vous qui ont acheté cette magnifique tablette. Elle a beau coûter près de 1000 boulasses, elle n'est même pas capable de faire tourner une calculatrice. Genre même les vieux téléphones à clapper y arrivaient. Ça va en faire hein, du grain à moudre pour tous ceux qui disent que les produits Apple sont pas du tout performants. Bon, j'exagère peut-être un peu, hein. C'est vrai que cette tablette serait capable de faire tourner une calculette. Mais ça n'empêche qu'Apple a décidé de ne pas en intégrer dessus. Mais pourquoi? Il faut, pour comprendre tout ça, remonter très loin dans le passé, en 1981, une époque où Steve Jobs était encore le PDG de cette entreprise. Il faut savoir que ce dernier était extrêmement impliqué sur
sur le design des différentes applications fournies avec ses appareils, et lors du développement de Macintosh, il était pas méga content de la tronche de la calculatrice, en disant qu'elle était fonctionnelle mais vraiment pas très belle. Bon, en même temps à l'époque on faisait avec les moyens du bord, mais même avec ça il trouvait que les boutons étaient trop gros, que le fond était trop sombre, et bla et bla et bla. Bref, un vrai client relou. Et Chris Espinosa, le mec derrière cette fameuse calculatrice, en a eu tellement marre qu'au lieu de fournir à chaque fois une nouvelle version avec des petits changements minimes pour répondre aux caprices de monsieur, qu'il a créé un éditeur de calculatrice, comme ça Steve pourrait le faire lui-même, le Calculator Construction Set, qui est d'ailleurs vraiment trouvable sur le net si vous avez envie d'en faire une, sait-on jamais. Il devait vraiment être relou, surtout qu'en 10 minutes il avait déjà fini le design qu'il voulait tant. Bref, jamais je bosserai avec lui en tant que freelance. Mais quel rapport avec l'iPad? Eh bien car l'histoire s'est répétée à ce moment-là. En effet, en 2010, lors de la sortie de l'iPad premier du nom, Steve est revenu mettre son grain de sel. Car oui, la calculatrice prévue pour la première tablette de la firme était la calculatrice de l'iPhone en énergie, qui est fonctionnelle certes, mais pas forcément très beau. Ça bah je peux lui accorder, mais au moins ça prenait la place de tout l'écran, parce que oui, genre des applications comme Instagram le font toujours pas sur leur version tablette pourtant. Steve trouvait ça tellement hideux qu'il préfère enlever la calculatrice de l'iPad plutôt que de fournir cette immondice au client. Il a ensuite été conclu que cette dernière reviendrait une fois qu'un design propre sera trouvé, et avec la sortie de l'iPad Pro M1 soit 11 ans plus tard, on voit qu'ils sont encore en train de chercher ce design, parce qu'en effet, toujours pas d'application calculette. Pourtant en 2011, Steve a quitté l'entreprise, un peu de manière forcée, et depuis toujours rien n'a changé au niveau de la vision autour de cette application. Comme le dit Greg Federighi, un des vice-présidents d'Apple, il est simple de faire une calculatrice, mais compliqué de faire la calculatrice, et ils ne la sortiront pas tant qu'elle ne sera pas parfaite. Alors je vois vraiment pas ce qu'on peut encore améliorer sur une calculette, peut-être que les chiffres fassent des feux d'artifice qu'on appuie dessus, mais ouais, l'excuse est un peu bidon quand même à mon avis, et il laisse ça comme ça pour faire perpétuer la légende de la calculatrice. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'en faisant tout ce caca nerveux, ça a rendu l'expérience encore pire pour les utilisateurs de l'iPad qui voulaient faire du calcul, parce qu'ils allaient pas se dire bon tant pis, on arrête d'utiliser les chiffres vu qu'Apple l'a décidé. Non, tout ce qu'ils font c'est télécharger des calculatrices provenant de l'App Store, donc pas forcément optimisées, bourrées de pubs et surtout pas du tout contrôlées par Apple. Vraiment pas certain du move ici, mais bon, au moins on sait pourquoi il y a toujours pas de calculatrice native sur cette fameuse tablette. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le fameux pouce bleu de l'amour qui rend la vidéo plus populaire, et donc les mystères seront résolus pour encore plus de gens. Mais voilà, j'espère avoir résolu tous ces mystères pour vous. En tout cas, continuez de vous poser des questions en regardant les différentes choses qui vous entourent, vous verrez qu'il y en a plus d'une qui risque de vous surprendre. Vous pouvez d'ailleurs directement la partager à vos potes pour qu'ils découvrent qu'ils ont acheté une tablette à 1000 €, qui sait même pas faire un 2+2, et bien sûr le plus important, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!